Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Une actualité en deux temps sur le front ukrainien. D'abord, l'annonce par Moscou, la Russie déclare réduire radicalement son activité militaire. On va analyser cela dans quelques instants, car pour l'instant, ce n'est qu'une annonce qui concerne Kiev et la réalité à Mykolaïv, une ville ukrainienne proche d'Odessa, est différente. Récit, Eric Destiné. C'est une image muette, pas de son, mais un panache de fumée qui en dit long sur la puissance de l'explosion. Au pied de la caméra de surveillance qui a capté ce moment se trouve l'administration régionale de Mykolaïv. Et voilà ce qu'il en reste. Ce matin, le bâtiment a été frappé par un bombardement russe, selon les autorités locales. L'immeuble touché est éventré. Cette dame habite juste en face. Je venais de me recoucher le matin, car mes jambes me font mal. Dès que je me suis recouchée, à la seconde même, il y a eu une frappe. Nous avons vu l'immeuble coupé en deux. Après plusieurs jours d'accalmie à Mykolaïv, cette frappe a surpris les habitants du quartier et endeuillé les services administratifs. Ceux qui s'en sont sortis sont choqués. C'est un cauchemar. Une femme qui travaillait avec moi est morte. Je l'ai saluée et 2 minutes plus tard, elle est morte. Le bilan énoncé par les autorités ukrainiennes, toujours provisoire, est lourd. Jusqu'à présent, je peux vous dire que 7 personnes ont été tuées et que 22 sont blessées. Les personnes blessées ont été emmenées dans plusieurs hôpitaux et elles présentent différents types de blessures. Mykolaïv, une ville au bord de la mer Noire, sur un axe stratégique à une centaine de kilomètres d'Odessa et de son port, le plus grand d'Ukraine. Aujourd'hui, c'est la première fois depuis 2 semaines que Russes et Ukrainiens se retrouvaient pour négocier. La rencontre de 4 heures ce matin en terrain neutre à Istanbul, en Turquie. Et ces pourparlers semblent avoir porté leurs fruits puisque les deux parties annoncent des concessions. Annie Capel, côté russe tout d'abord, Moscou annonce qu'elle va réduire son activité militaire. C'est quand même important. Oui, le représentant du Kremlin, à l'issue de la rencontre, a parlé de pourparlers constructifs et donc il a annoncé que la Russie allait réduire de façon drastique ses opérations autour de Kiev et autour de Tchernigiv, près de la Biélorussie. On le voit sur cette carte, ça concerne une zone au nord du pays, une zone assez limitée, donc pas l'ensemble de l'Ukraine. Alors, côté ukrainien, les lignes commencent aussi à bouger. L'Ukraine accepterait le statut de neutralité. Oui, donc, en d'autres mots, elle accepterait de ne pas rejoindre l'OTAN, mais elle pose une condition. Ce statut de neutralité, il doit être garanti par des pays tiers dans le cadre d'un accord international. Donc, elle accepte de ne pas héberger des bases militaires sur son sol, mais elle veut la garantie qu'en cas d'agression, ces pays tiers, ces pays garants puissent intervenir. De quel pays s'agit-il ? Eh bien, on parle des États-Unis, de la France, de l'Allemagne, d'Israël ou encore de la Turquie. Autre concession, elle concerne la Crimée. L'Ukraine se dit prête à entamer des consultations sur le statut de la Crimée pour les 15 prochaines années. Annick, on parle d'avancer, mais il faut quand même rester prudent. Oui, évidemment, on est encore très loin d'un cessez-le-feu. Il faudra voir maintenant si le retrait des forces russes se confirme sur le terrain. Or, on a vu lors de pourparlers précédents que, par exemple, ils n'avaient pas respecté les couloirs humanitaires qui avaient été décrétés. Donc, si la Russie respecte ses engagements et si les deux parties estiment que les conditions sont remplies pour un accord de paix, alors on pourrait espérer un accord, une rencontre au sommet entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Ça fait beaucoup de si, mais on a envie d'y croire. Merci Annick. Et puis nos envoyés spéciaux Aurélie Didier et Marco Sacomano se sont rendus dans un village d'Ukraine tenu secret pour des raisons de sécurité. Ils ont pu assister à l'entraînement d'Ukrainiens qui sont pris en charge par les forces gouvernementales. Ils partiront bientôt au front. L'entraînement n'a rien de factice, un document exceptionnel. Regardez. Ils tirent à balles réelles. Ces Ukrainiens se sont engagés dans la défense territoriale avec l'objectif de renforcer l'armée ukrainienne. Cet homme est un entrepreneur de 47 ans. Son business est gelé à cause de la guerre. Il s'est donc engagé, il sait qu'il peut mourir. Moi, personnellement, jusqu'à quelle limite je pourrais aller ? Jusqu'à la dernière limite. Tout le monde peut comprendre cela. Jusqu'à la dernière. Nous avons choisi notre chemin. Nous sommes des défenseurs. La plupart de ces hommes affirment qu'en défendant l'Ukraine,
Ils défendent leur démocratie. Ils refusent que le régime de Vladimir Poutine s'impose dans leur pays. J'apprécie le régime ukrainien actuel, même s'il est loin d'être parfait. Notre démocratie vaut celle de l'Europe. Ici, je peux dire tout ce que je pense et je n'ai pas peur que quelqu'un vienne me chercher pour cela. Je ne veux pas vivre dans un pays comme la Russie. Je ne veux pas qu'à l'avenir, mes enfants aient peur. Le volontaire nous montre ce casque. Je ne sais pas si vous pouvez voir, on a regardé ce code barre sur Internet, on a retrouvé que c'est un casque belge. Il s'agit peut-être d'un des casques donnés par la Belgique sans pouvoir vérifier avec certitude. Mais il est certain que les militaires belges portent ce genre de casque. La défense territoriale ukrainienne a été officiellement créée par le président pour renforcer l'armée ukrainienne face à la menace russe. Elle compterait 200 000 recrues au total dans le pays. Ces hommes sont payés et engagés sur la base de plusieurs critères. Ils ne peuvent pas avoir de passé criminel. De plus, ils doivent avoir entre 18 et 60 ans. Ils doivent passer des tests médicaux, de drogue et des tests psychologiques. Ces hommes de la défense territoriale s'entraînent régulièrement ici et c'est un lieu qui est tenu secret. Et pour montrer leur détermination, ils crient « Gloire à l'Ukraine, gloire aux héros ». Et à propos de l'invasion en Ukraine, la Belgique a expulsé 21 diplomates russes pour espionnage ou menace à la sécurité. Mais la ministre des Affaires étrangères précise que les canaux diplomatiques avec Moscou restent. Rachel Crivellaro, cette décision d'expulsion, c'est plutôt une chose rare quand même. Pour tout dire, c'est même exceptionnel. François, c'est la première fois que la Belgique expulse autant de diplomates pour des faits d'espionnage. Une expulsion donc d'une ampleur inédite dans un contexte assez particulier, celui évidemment de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Ces 21 diplomates russes ont en tout cas désormais 15 jours pour quitter le territoire. Mais aussi spectaculaire soit-elle, cette expulsion, vous l'avez dit, elle ne signifie pas la rupture des relations diplomatiques entre la Belgique et la Russie, même si la Belgique n'exclut pas des représailles envers le personnel de son ambassade à Moscou. Écoutez à ce propos Sophie Wilmès, la ministre des Affaires étrangères. En expulsant ces 21 personnes, la Russie et l'ambassade russe est tout à fait en mesure de continuer ses activités de diplomatie classique, puisque vous le savez, nous continuons à prôner absolument impérativement le dialogue. Et pour qu'il y ait dialogue, il faut que les canaux diplomatiques restent ouverts. Et en ce qui concerne notre ambassade en Russie, eh bien, il n'est pas impossible que la Russie décide de mesures de rétorsion. Nous le savons, nous nous y préparons et nous verrons ce qu'il en est.